à toutes et à tous. Alors merci d'être venus à cette conférence, d'être restés malgré les conditions, comme l'a dit Fiona. Alors donc on a une conférence qui est très intéressante aujourd'hui et qui est totalement en accord avec ce que nous on porte à la rêve. Antiracisme, féminisme, antispécisme, comment les luttes historiques ont-elles réussi à s'imposer dans nos sociétés ? Pour cette conférence, on a 3 merveilleuses invitées. Donc Élodie Vieille-Blanchard, qui est une militante végane. Elle a été présidente de l'AVF, donc l'Association végétarienne de France. Elle a écrit des livres, notamment Révolution végane. Et donc elle est là aujourd'hui pour nous parler sur cette table ronde, notamment de la question antispéciste. Donc merci beaucoup à toi. Nous avons également Kawtar Archi, qui est une sociologue et écrivaine, qui a écrit sur les questions d'antiracisme, de féminisme. Elle a d'ailleurs un livre qui va paraître le 4 septembre sur les questions animales, puisqu'il s'intitule « Ainsi l'animal ». C'est bien ça. Et nous. Voilà. Et nous. Donc voilà, merci beaucoup aussi à toi d'être présente parmi nous. Et Ludivine Mancini, donc tu es écrivaine et historienne. Tu as notamment, tu es spécialiste des révolutions, tu as travaillé sur les questions de lutte des classes, de féminisme également. Tu as aussi un livre qui va sortir début septembre. Donc voilà, donc merci à nos 3 invités d'être présentes ici pour nous parler de ces sujets qui sont vraiment très importants à prendre très au sérieux et qui sont des luttes qui sont malheureusement pas encore acquises et qu'il faut toujours sans cesse en parler. Donc Kawtar, c'est à toi de commencer de nous présenter ton propos. Je te laisse parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous et toutes d'être là. Merci beaucoup aux organisatrices et organisateurs de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'échanger avec ici mes 2 collègues et puis de faire aussi votre rencontre dans un climat des plus politiques avec effectivement ces tensions dont vous parliez avec les agriculteurs, les chasseurs. Peut-être avant tout dire, c'est un peu ce dont on parlait avec Ludivine à quelques pas de l'hôtel, c'était de se dire que porter des luttes minoritaires, que porter un combat politique qui n'est pas dans le sens du discours et des pratiques majoritaires, ça mène typiquement à vivre ce type d'expérience et de rapport de force. Donc, même si je sais que c'est difficile et qu'il y a eu beaucoup de choses extrêmement vives autour de cette université, ça fait aussi partie de l'expérience minoritaire que d'être constamment bousculé, que d'être constamment remise en cause. Et c'est aussi la beauté de cet engagement qui est porté par chacun et chacune ici. Donc effectivement, comme tu le précisais, à la rentrée paraîtra un nouvel ouvrage qui s'intitule « Ainsi l'animal et nous ». Et dans cet ouvrage, en fait, j'ai souhaité revenir sur cette question de l'animalité et plus précisément sur la question de l'animalisation. Et c'est vrai que dans nos sociétés occidentales et puis dans les différentes formes d'éducation, d'instruction que nous avons plus ou moins tous et toutes reçues, on a tendance à considérer qu'il y a quelque chose qui serait la culture et qu'il y a quelque chose qui serait la nature. Et que ce serait une sorte d'état de fait qui va de soi. Dans cet ouvrage, j'ai essayé de montrer à la suite déjà de beaucoup de philosophes et d'anthropologues aussi notamment, que cette division-là entre ce qui relèverait du culturel et ce qui relèverait du naturel ne va absolument pas de soi. Et l'histoire d'une construction intellectuelle et philosophique occidentale très ancienne, on peut remonter jusqu'à Descartes et son fameux animal-machine. Et j'ai souhaité surtout essayer de mettre en avant le fait qu'au côté ou en alliance avec les rapports sociaux de race, de genre et de classe, on pouvait introduire un rapport social supplémentaire, ou en tout cas on pourrait essayer de déterrer ce rapport social qui est souvent enterré, et donc non perçu, non visible, non mis en évidence, qui serait ce qu'on pourrait appeler un rapport social d'espèce. Donc essayer de montrer aussi comment le fait d'être considéré comme un animal ou d'être considéré comme un humain n'est pas simplement une opération descriptive, ce n'est pas simplement le fruit d'une opération qui considérerait que vous avez des ailes ou que vous avez des jambes, que vous savez
hurler comme hurlent les loups, ou que vous savez jouer au violon comme jouent au violon les violoncellistes, mais qu'il y a là une opération beaucoup plus radicale, beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus menaçante, au sens où, et c'est un peu ce que j'essaie de faire avancer comme idée dans cet ouvrage-là, que le monde n'est pas tant divisé entre des animaux et des humains, mais davantage divisé entre des êtres animalisés et des êtres humanisés. Et cette distinction-là, cette frontière-là, entre ceux qu'on humanise et ceux qu'on animalise, elle me semble vraiment au fondement de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous affrontons au quotidien, à chaque fois dans nos ordinaires propres, mais bien sûr aussi dans le cadre des luttes historiques qui nous concernent aujourd'hui. Donc cette distinction entre les animalisés et les humanisés, bien évidemment, elle rebrasse tout un pan de notre histoire, mais elle permet aussi de mettre en avant, on pourrait dire, une dimension du colonialisme, puisque c'est plus sur cet aspect que j'interviendrai, une dimension du colonialisme qui fait de la question de l'animalité une sorte de potentiel politique au sein duquel on peut, de manière quasi évidente et immédiate, et sans provoquer de scandale moral, rejeter des personnes dans cette catégorie-là. Donc en soi, l'animalité, ce n'est pas tant quelque chose que moi j'aborde comme un état biologique, même si instinctivement la question de l'animalité renverrait à quelque chose de cet ordre-là, mais bien à une construction politique totale, soit la manière dont l'Occident, dont les puissances occidentales ont fabriqué l'espace de l'animalité comme un espace dans lequel on peut rejeter, on peut déchoir, on peut meurtrir, on peut blesser, on peut emprisonner une certaine partie de l'humanité. Donc cette question-là de l'animalisation, elle est absolument présente dans l'ensemble de l'histoire du colonialisme. On retrouve ça, bien évidemment, dès le XVe siècle, dès le moment où se prépare ce qu'on a appelé la conquête des Amériques. On retrouve ça, bien évidemment, aussi dans la question de du commerce des esclaves. C'est quelque chose d'omniprésent, la comparaison des corps noirs avec les corps animaux. On retrouve ça, bien sûr, aussi dans le cadre des conquêtes coloniales menées par les empires européens. Si on fouille à chaque fois chacune de ces dimensions, de ces aspects et de ces chapitres déterminants de l'histoire du colonialisme et de l'impérialisme européen, la question de l'animalité, la question de l'animalisation, elle est omniprésente. Quand je dis que cette question de l'animalité et de l'animalisation, elle est omniprésente, c'est une manière de dire que si tout ce qui s'est produit a pu se produire, c'est parce qu'il existe cette idée selon laquelle être animal signifie être inférieur à être humain. Donc ma camarade évoquera par la suite la question du spécisme et de l'antispécisme. Mais pour ma part, j'aurais tendance à dire que cette question-là, de l'animalité, de l'animalisation, du rapport social d'espèces, dépasse la simple question animale. Ou alors, on pourrait dire que la question animale nous englobe déjà nous tous humains, puisque nous risquons à chaque moment, certains bien sûr plus que d'autres, d'être rejetés dans ce puits de négativité qui permet à certains de faire du corps des autres des objets disponibles, des objets que l'on peut utiliser, dont on peut user, dont on peut abuser. Et bien évidemment, dans le cadre du massacre génocidaire qui est actuellement en cours à Gaza, perpétré par l'État colonial israélien, cette question de l'animalisation est elle aussi absolument centrale, elle est absolument présente,
à la fois dans les discours. On peut se souvenir des nombreux chefs militaires et chefs de gouvernement israéliens qui ont pris la parole pour affirmer que la population palestinienne était une population d'animaux humains. Ce ne sont pas que des mots, ce sont littéralement des mots d'ordre, ce sont littéralement des mots qui donnent des ordres aux soldats et à ceux qui vont perpétrer les crimes génocidaires en question. Mais ce sont aussi des pratiques, c'est-à-dire ce sont aussi des manières de tuer, des manières de massacrer, des manières de faire disparaître qui révèlent une continuité, une sorte de continuum des violences entre ce qui est fait à une partie de la population vivante, qu'on appelle les animaux, que j'appelle les animalisés, et les êtres colonisés, qui font eux aussi partie intégrante de ces êtres animalisés. Ce qui nous pousse évidemment à poser la question de l'animalisation, mais aussi la question de la politisation de l'animalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à considérer que l'animalité ne relève que d'une forme de corps ou que d'une manière ou que d'une capacité mentale ou physique. Mais l'animalité, c'est un empire en soi. C'est une construction politique ancrée en Occident qui, par la suite, a connu des formes de mondialisation extrêmement fortes. Mais mon propos, en tout cas, est celui-ci. C'est de rappeler que tout ce qui est politique est colonial. D'ailleurs, on aurait plutôt tendance à devoir dire que tout est colonial, manière d'englober les choses de manière plus radicale, et de rappeler que cette question-là du rapport social d'espèces ne pose pas simplement la question du régime alimentaire, ne pose pas simplement la question du mode d'agriculture, ne pose pas simplement des questions d'ordre écologique, mais comme à chaque fois, repose des questions de vie et de mort, et de colonialisme pur, c'est-à-dire de la nécessité que pour que certains vivent, d'autres doivent mourir. Donc c'est ce transfert et cette exploitation des vies qui me semble absolument centrale et dont on discutera dans le cadre des débats qui suivront. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Kautar, pour ton intervention. Ludivine, tu souhaitais également parler de tout ce qui était des questions féminisme, revenir sur les luttes qui se sont ancrées et les questions de révolution également. Est-ce que tu peux nous introduire ton propos, peut-être le mettre en lien aussi avec ce qu'a dit Kautar. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, merci. Je dois vous remercier chaleureusement. Je suis très admirative de l'organisation d'un tel moment. Et je vous dis toute ma gratitude, vraiment ma reconnaissance très vive et toute ma solidarité aussi face aux tentatives d'intimidation. Je rejoins absolument ce qu'a dit Kautar à l'instant sur le fait que forcément toute politique minoritaire, mais qui a le souci de la radicalité, c'est-à-dire d'aller chercher les choses à la racine d'un système oppressif, rencontre de l'adversité et de l'hostilité. Donc finalement, à la fois, il ne faut pas s'en étonner, mais même dans une certaine mesure, il faut relever ce défi avec la manière dont vous l'avez relevé justement, c'est-à-dire avec beaucoup de dignité. Et c'est peut-être un mot-clé aussi à retenir parmi nous. En effet, je vais tout à fait aller dans le sens de ce que vient de dire Kautar et qui était si précieux. Notamment, je retiens parmi beaucoup de choses que tu viens de dénoncer cette dimension que tout est colonial. Et donc, en évoquant les enjeux féministes, je voudrais insister aussi sur le fait qu'un véritable féminisme, sachant qu'ils sont eux-mêmes divers, qu'ils sont pluriels, un véritable féminisme ne peut être que anticapitaliste, anticolonial, anti-impérialiste. Et d'ailleurs, beaucoup de mouvements féministes l'ont été dans une perspective qu'aujourd'hui on appelle intersectionnelle. Vous connaissez sans doute le terme, mais peu importe le terme, la pratique de la prise en considération des différentes oppressions et de la lutte contre toutes les formes d'exploitation et de domination a été un trait commun au féminisme, quelle que soit leur diversité et leur hétérogénéité,
avant même que ce terme d'intersectionnel vienne qualifier cette volonté de radicalité justement dans la lutte contre les différentes formes d'oppression. Alors évidemment, on a très peu de temps chacune, donc il s'agit d'insister sur quelques enjeux à la fois politiques et stratégiques, à l'instar de ce que vient de faire Kautar, avec une première interrogation sur le sujet. Voilà, qu'est-ce que c'est que le sujet du féminisme? Donc vous savez sans doute que là aussi, Kautar a évoqué des dichotomies, des binarités, en particulier cette fameuse binarité nature-culture, contre laquelle beaucoup de féministes, justement, ont lutté en s'interrogeant sur soit une forme de différentialisme. Est-ce qu'il faut différencier les femmes en tant que telles parce qu'elles auraient supposément des qualités intrinsèques, singulières, spécifiques, qui en feraient un sujet en soi? Ou est-ce qu'il faut adopter davantage une approche qu'on va dire matérialiste, qui prenne en compte les conditions matérielles de production de la lutte, mais aussi anti-essentialiste, qui refuse de prendre en considération une longue tradition qui a été anti-féministe, d'une essence de la femme sans cesse renvoyée à la nature. Sauf que ce qui est intéressant, et encore une fois dans le sillage de ce que vient de dire Kautar, c'est que cette dichotomie elle-même, et donc ce refus de l'assignation des femmes à la nature, à la biologie, au fait qu'elles seraient justement singulièrement proches du monde naturel et donc confinées dans des espaces privés, domestiques, nourriciers, maternels. Ce qui est intéressant, c'est que cette binarité, cette dichotomie, elle est désormais brisée, dépassée, on pourrait dire avec un gros mot un peu dialectiquement, au sens où cette contradiction-là, elle peut être surmontée d'un point de vue politique, d'un point de vue offensif et radical, notamment par l'écoféminisme dont je parlerai en quelques mots tout à l'heure. C'est-à-dire la volonté de dépasser justement cette assignation à la nature, mais pour en faire une manière d'être valorisée comme telle. La question qui se pose est celle justement d'une association et d'une alliance dans les luttes de l'opposition à la domination masculine, patriarcale, en soulignant à chaque fois que tout ça fait partie d'un système oppressif général qui est patriarcal, qui est colonial, avec une manière de souligner que la violence à la fois guerrière, meurtrière, du capitalisme patriarcal est une violence qui est aussi en grande partie masculine, non pas qu'elle soit le fait des hommes en général, mais d'un certain rapport à la masculinité construite comme telle, construite comme un ensemble de traits communs. Et d'ailleurs, beaucoup de féminismes de l'après-Seconde Guerre mondiale ont rappelé que cette toxicité meurtrière spécifique à la construction d'une masculinité, eh bien, elle s'était exprimée ô combien lorsque le 6 août et le 9 août 1945, lors des bombardements par l'arme nucléaire à Hiroshima et Nagasaki, ces bombes avaient été nommées Fat Man d'un côté et Little Boy de l'autre. Donc, comme pour souligner justement à quel point cette violence était spécifiquement masculine. Pour autant, ça ne signifie pas que la violence et la dimension offensive de cette violence ne pourrait pas être prise en charge par des femmes en tant que féministes. La question est vraiment posée et se discute à proprement parler dans un certain nombre de luttes, ou en tout cas la question du corps est posée. La question du corps résistant, du corps protestataire est posée non pas simplement comme un support, mais vraiment comme une force politique à part entière. Beaucoup de féministes ont souligné le fait qu'elles ne sont pas des mendiantes, voilà, qu'elles ne réclament pas des droits comme s'il s'agissait de supplier la domination masculine de les leur accorder. Souvent, ce qu'elles disent, c'est qu'elles ne réclament pas davantage de privilèges, mais elles réclament une véritable égalité qui doit porter justement, comme je disais, sur toutes les formes de lutte contre l'oppression. Ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas, évidemment, et vous le savez sans doute, des féminismes non seulement pluriels, mais antagonistes, avec
dans et par la lutte, des prises de conscience des limites de certains aspects du féminisme, qu'on peut résumer d'ailleurs avec l'évolution d'un slogan qui a une dimension à la fois humoristique, mais également avec une certaine gravité. Vous savez peut-être que dans l'internationalisme ouvrier, il y avait la formule très célèbre de la première internationale dans les années 1860, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'était la matrice de l'internationale ouvrière, et que des féministes ont ensuite repris ce slogan, mais en le détournant et en le subvertissant, en s'adressant à ces prolétaires et en disant mais prolétaires de tous les pays, qui lavent vos chaussettes, parce que c'était une manière de faire saisir que il y a un travail productif, il y a un travail reproductif, et le travail reproductif des femmes qui consiste dans le soin notamment n'était pas véritablement pris en compte dans certaines des premières luttes ouvrières et internationalistes, mais à compter des années 1960-1970, ce que l'on a nommé le Black Feminism, donc un féminisme issu des africaines américaines notamment, mais pas seulement, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le Sud global, a encore subverti le slogan de ces féministes en disant « féministes de tous les pays, qui lavent vos chaussettes ». Une manière là de souligner que c'est vrai qu'une partie de l'histoire du féminisme a été constituée par un féminisme blanc, plutôt bourgeois, plutôt privilégié justement dans ses conditions matérielles d'existence. Et donc il s'agissait de saisir justement la part de reproduction, de domination et d'oppression, notamment dans toutes les formes de domesticité de nature coloniale ou impériale, qui pouvaient être ainsi reproduites dans les courants féministes. Donc une manière aussi sans cesse de prendre conscience de ces potentialités de domination, y compris dans des luttes qui entendent lutter contre la domination elle-même. Je parlais du corps protestataire. Je pourrais citer comme un exemple extrêmement frappant cette dimension, y compris de violence et d'offensive, pour retourner la violence dominatrice. Donc, c'est celle des suffragettes, à ne pas forcément confondre d'ailleurs avec les suffragistes. On peut les distinguer, y compris dans leur modalité d'action. Les suffragistes ont longtemps voulu respecter une espèce de cadre légal. Et la question de la tension entre légitimité et légalité ne cesse de se poser, évidemment, dans toutes ces luttes. Les suffragettes, quant à elles, ont choisi des modalités d'action qui ont pu être violentes, qui ont pu être justement pétries d'illégalisme, mais en considérant qu'il fallait retourner cette supposée illégalité en la rendant légitime. Les suffragettes états-uniennes et en particulier également les suffragettes britanniques ont usé de leur corps comme une arme. Voilà. Notre corps comme une arme, c'était un des mots d'ordre de ces suffragettes. Elles ont considéré que leur corps pouvait être utilisé dans une perspective offensive, notamment par des grèves de la faim. Que la domination, y compris carcérale, en Grande-Bretagne au début des années 1900, dans les années 1900 et 1910, a essayé de forcer, dont les corps ont été forcés. Je citerai deux exemples de ces suffragettes britanniques qui ont utilisé alors une violence qui était toujours une violence qui entendait préserver les vies animales, je dirais dans le sens de Caotard, les vies animalisées dans tous les sens du terme. Donc à chaque fois qu'elle commettait des violences contre des bâtiments, contre des institutions, elle s'assurait à chaque fois qu'aucune vie ne serait mise en danger. Mais elles ont été pour cela évidemment fortement réprimées. Et elles ont fait vraiment beaucoup de prisons, de détentions. Et je citerai donc l'exemple de Sylvia Pankhurst,
qui écrivait à propos de sa détention très dure qu'elle voulait résister. Elle disait « Je lutte, je lutte, je lutte. On essaie de me forcer à manger contre ma protestation via la grève de la faim. En particulier, donc, on introduisait dans leur bouche des tuyaux pour les nourrir de force. Et leur corps était véritablement brutalisé. Mais cette résistance était une manière de souligner à quel point il fallait révéler par là la violence qui était faite. Et donc un autre exemple que l'on peut citer à cet égard, c'est celui de Emily Davison, qui en 1913, après avoir fait elle-même plusieurs mois de prison, avoir fait subir à son corps des souffrances, notamment pour montrer les conditions de détention qui étaient les siennes. Bon, elle a fini par accomplir un geste qui lui a causé la mort, donc en se jetant sous les sabots d'un cheval en juin 1913 lors d'un derby pour justement souligner la part de cette violence. Le dernier exemple, puisque voilà, le temps file et que l'idée c'est de pouvoir discuter aussi après l'intervention d'Élodie, c'est celui de l'écoféminisme que je voudrais aborder parce qu'il entremêle encore davantage, s'il était besoin, les thématiques ici qui nous tiennent à cœur et qui sont notre bien commun. La notion d'écoféminisme, vous le savez peut-être, a été forgée par Françoise d'Aubonne en 1974. Françoise d'Aubonne qui était elle-même une féministe qui entendait prendre en considération justement une lutte contre toutes les formes d'oppression. Elle parlait elle-même d'un capitalisme colonial et patriarcal. C'est elle notamment qui a forgé une notion qui deviendra plus tard la notion de féminicide. Elle parlait de sexocide et en particulier dans un cadre à la fois esclavagiste, impérialiste et colonial. Mais en réalité, on le sait aussi, l'écoféminisme n'est pas européen à l'origine. Donc, même si Françoise d'Aubonne a forgé ce terme, ce féminisme de subsistance, ce féminisme qui insiste sur le corps-territoire, le corps comme territoire, qui entend justement casser la binarité entre nature et culture. C'est un féminisme qui vient d'Amérique latine, qui vient d'Afrique, notamment du Kenya et du Nigeria, et qui vient aussi d'Inde. Vous connaissez sans doute le mouvement Chipko. Le mot Chipko en hindi, ça signifie étreindre. Donc il s'agissait d'étreindre les arbres pour empêcher la déforestation dans sa brutalité justement prédatrice, extractiviste et productiviste. Alors il y a toute une série de questions, et je vais terminer par là, qui peuvent être posées à l'écoféminisme en tant que il s'agit là d'une écologie radicale, et une écologie qui entend montrer à quel point le fait d'exploiter les ressources du vivant à la manière dont le corps des femmes est lui-même exploité et violenté, avec d'ailleurs ce slogan qui a été repris dans différentes luttes, y compris d'ailleurs la lutte des Gilets jaunes. Moi, j'ai vu à plusieurs reprises des femmes Gilets jaunes qui portaient ces mots « Ni les femmes ni la terre ne sont des territoires de conquête ». Et ce sont des mots qui viennent notamment du Chili, du Mexique et du Venezuela. Donc plusieurs questions peuvent être adressées à l'écoféminisme. Est-ce que finalement c'est un nouvel essentialisme? Là où, comme je vous le disais tout à l'heure, le féminisme a longtemps consisté dans une volonté de briser ce renvoi des femmes à la nature. En fait, l'écoféminisme subvertit complètement l'idée de nature, bien évidemment, et en ce sens, on peut considérer que là, les femmes ne sont pas assignées à une biologie, mais la nature ici devient politique et une autre manière pour elles de préserver le vivant. Une autre question qui peut être soulevée, c'est est-ce que finalement, quand des femmes en Europe, notamment des femmes blanches en Europe se revendiquent de l'écoféminisme, est-ce qu'il s'agit d'une modalité d'appropriation coloniale, puisque c'est quand même une manière toujours de se référer à des femmes autochtones, indigènes, souvent des paysannes dans le sud global, hein, qui, par l'idée d'un féminisme de subsistance, par l'idée de féminisme de corps,
territoire revendiquent justement ces luttes sans forcément employer le terme d'écoféminisme. Je pense que c'est une question qu'on pourra soulever dans la discussion. Est-ce qu'il s'agit d'une appropriation coloniale? Est-ce qu'il s'agit d'une forme de romantisation de la figure de ces femmes indigènes? Quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut aller dans le sens d'une discussion sur les stratégies utilisées, la question du corps, la question de la violence, la question de la rupture avec les binarités dont on a parlé, avec dans tous les cas l'idée que on ne peut véritablement être féministe que si on est anticapitaliste, que si on est dans une perspective de lutte décoloniale. Et en ce sens, la protection du vivant nécessite justement toutes ces manières de défendre avec dignité le refus de ces binarités. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ludivine. C'était très très intéressant, merci. Maintenant, Élodie, tu souhaitais nous parler davantage d'antispécisme, de comment tu vois la lutte antispéciste en France et comment réussir à imposer cette lutte en lien également avec les autres luttes, comme en parlait à la fois Kautar et Ludivine, de ces questions aussi d'intersectionnalité. Merci Jade. Alors d'abord, je veux dire que je suis vraiment ravie d'être ici. Donc j'ai passé toute l'université. Je suis ravie de rencontrer l'équipe de la Rêve, de participer d'assister en tout cas à plein de discussions super intéressantes et stimulantes. Et je voudrais dire que l'utopie, ça fait du bien. Moi, ça me régénère et ça me donne très envie de m'engager plus. Je voudrais d'abord expliquer d'où je parle pour éclairer un peu mon propos. Donc, je suis quelqu'un d'engagé pour la décroissance de longue date, avec des motivations qui sont à la fois écologistes et qui sont liées à la perte du sens de la vie dans les sociétés productivistes. Et j'ai notamment mené un travail de thèse d'histoire des sciences sur le débat autour des limites à la croissance. C'est une thèse que j'ai soutenue il y a une dizaine d'années. J'ai milité pour un parti rouge et vert qui s'appelle les Alternatifs. Et pour l'anecdote, j'ai rencontré le père d'Aymeric Caron dans ce parti politique il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, je participe à un groupe d'action de la France Insoumise dans le 19e arrondissement de Paris. Si je suis ici, je pense que c'est essentiellement parce que j'ai présidé pendant 10 ans l'Association végétarienne de France, avec l'ambition de professionnaliser cette association dans une perspective pragmatique, puisque j'étais donc engagée et mobilisée depuis longtemps pour faire changer le modèle alimentaire français en raison de ses impacts écologiques et éthiques majeurs. Et dans le cadre de cet engagement, à l'Association végétarienne de France, j'ai essayé de faire de la question du modèle alimentaire une question politique et une question collective, puisque il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, la question en particulier du végétarisme et du véganisme était souvent vue comme une question individuelle, une question de philosophie personnelle, et ça me semblait beaucoup plus que ça. Donc j'ai travaillé pour que cette question devienne visible dans l'espace médiatique et pour qu'elle soit légitime politiquement. Dans ce contexte, j'ai été intéressée et d'une certaine manière convaincue par certaines approches qui relèvent de l'altruisme efficace. Je ne sais pas si c'est un concept dont vous êtes familière. Donc c'est une sorte de boîte à outils, de valise, de méthodes et d'approches qui sont conséquentialistes, c'est-à-dire plutôt agnostiques politiquement et en fait qui se soucient simplement des effets des actions. Selon ces approches qui caractérisent, je pense aujourd'hui, une grande partie des organisations végétariennes des pays occidentaux, mais aussi des associations animalistes, comme L214 par exemple, tout ce qui peut conduire à réduire la souffrance des animaux ou l'impact écologique de l'alimentation est bon à prendre. Et même si, je prends le cas des innovations alimentaires ou technologiques par exemple, même si les motivations derrière ces démarches sont économiques, même s'il n'y a aucune remise en question de l'organisation capitaliste de la société et des dynamiques d'exploitation et de domination qui sont à l'œuvre derrière ces productions. Donc selon ces approches, tout est bon à prendre aussi en matière de motivation, même manger végétarien parce que c'est bon, manger végétarien pour faire du sport, pour être en bonne santé. Donc je présente ces éléments pour expliquer que pour moi, l'entrée par les luttes, ça n'est pas l'entrée la plus familière, en tout cas ces dernières années. Mais aujourd'hui, je suis libre de cet engagement à l'Association végétarienne de France. Et donc, c'est une entrée qui me semble très stimulante
par sa force militante et par l'utopie qu'elle peut porter aussi. Et donc, de par mon parcours, qui est à la fois un parcours de militante écologiste décroissante, de militante de gauche et de végane de longue date, j'ai envie d'inscrire l'engagement animaliste et antispéciste dans une vision beaucoup plus large des rapports de domination et aussi des changements de société qu'on doit pouvoir mener. Donc je suis très contente qu'on puisse discuter aussi ici des effets que peuvent avoir des actions menées soit dans une perspective plutôt pragmatique, soit dans une perspective plutôt radicale avec l'idée de viser beaucoup plus haut et de changer plus en profondeur les systèmes de domination. Alors pour moi, l'intitulé de cette table ronde, il pose des questions de définition. En fait, on a envie que les luttes s'imposent. Je ne sais pas quand est-ce qu'on peut dire que des luttes s'imposent. Est-ce qu'on peut considérer qu'elles s'imposent quand les sujets qu'elles posent deviennent des sujets de société? Je crois que là, c'est le cas. Voilà, je pense que l'antispécisme est en train de s'imposer, en tout cas aujourd'hui, dans un paysage où les éleveurs sont très présents. Mais on pourrait aussi considérer que les luttes s'imposent quand elles donnent lieu à des lois, quand elles donnent lieu concrètement à des changements pour les concernés. Donc les concernés, dans le cas des luttes antispécistes, ce sont bien sûr les animaux. Donc ça m'intéresse avant tout de réfléchir à l'antispécisme parce que c'est une lutte centrale, je pense pour nous toutes et tous ici, parce que c'est sans doute la lutte qui s'est le moins imposée dans la société et à l'échelle de la planète jusqu'ici. Et en même temps, le spécisme a des effets, notamment écologiques, qui sont absolument considérables. L'exploitation des animaux, elle a des effets qui sont sans doute beaucoup plus massifs que peut-être l'extractivisme, que les transports, que beaucoup de secteurs d'activité. C'est aussi une lutte à part et à laquelle on doit s'intéresser vraiment avec un intérêt particulier parce que dans le cas du spécisme et de l'antispécisme, les victimes de l'exploitation et de l'oppression ne peuvent pas se battre toutes seules, donc on doit les défendre. Dans l'antispécisme, il y a l'idée d'une radicalité au sens de revenir à la racine de l'exploitation et de l'oppression des animaux. C'est un terme et un concept qui remonte aux années 70, plutôt dans le monde anglo-saxon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver des préfigurations d'une forme d'antispécisme en France depuis la fin du 19e siècle, avec un certain nombre de figures socialistes ou anarchistes comme Louise Michel, Marie Huot, la féministe Séverine ou le géographe Élisée Reclus. Donc il y a eu notamment un recueil de textes de ces auteurs qui est paru, je crois que c'était l'année dernière, qui font vraiment le lien entre l'exploitation des animaux, l'exploitation des ouvriers, des femmes, des esclaves. Donc c'est vraiment une matrice qui est très riche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces prises de position à l'époque, donc fin 19e, début 20e, se sont exprimées en réaction au développement d'une approche bourgeoise de la protection animale, avec la fondation des premières sociétés protectrices des animaux, notamment en Angleterre, la Société royale de protection des animaux, qu'on a appelée ainsi parce qu'elle était soutenue par la reine Victoria. Et donc ces différentes sociétés de protection animale étaient souvent représentées par une élite sociale et culturelle et ne remettaient pas fondamentalement en question l'exploitation et l'oppression qui étaient vécues par les animaux. Sous sa forme contemporaine, qui remonte donc aux années 1970, l'antispécisme, c'est à la fois un courant philosophique, théorique, avec des figures comme Peter Singer par exemple, et c'est un mode d'engagement qui recourt le plus souvent à l'action directe. Dans les années 70 et 80, ces actions directes antispécistes, elles visaient le plus souvent les laboratoires et l'expérimentation animale, avec notamment le travail de l'ALF. Mais aujourd'hui, c'est une thématique qui est beaucoup moins présente. Et en fait, la question qui est centrale aujourd'hui, c'est la question de l'élevage. Elle est centrale, évidemment, parce que le nombre des animaux qui sont concernés est absolument écrasant par rapport à d'autres domaines où les animaux sont exploités. Et tout ça, pour moi, ça a des effets majeurs sur les modes d'action. Et ce qui m'intéresse, en fait, ici, c'est de partager cette impression que j'ai, mais qui pourrait être discutée, que la philosophie antispéciste est très partagée dans le monde militant,
que ce soit dans les associations animalistes, que ce soit chez les militants animalistes qui sont engagés dans des partis politiques, y compris aux partis animalistes. Mais paradoxalement, la majeure partie des militantes et des militants et des associations, y compris les grandes associations animalistes, font le choix d'actions réformistes. En fait, si on exclut les plus petites associations d'action directe comme Boucherie Abolition ou 269 Libération Animale, on se rend compte que les grosses structures, face à la massivité de l'exploitation animale, face à la puissance des lobbies et face aussi à un système capitaliste qui écrase tout, font le choix de se concentrer sur des objectifs plus modestes comme... tout d'abord, dévoiler et exposer bien évidemment ce qui se passe dans les élevages et les abattoirs. Donc ça, c'est pas du tout un objectif modeste, mais ça semble déterminant pour que des actions directes, les actions directes en elles-mêmes ne peuvent pas avoir un vrai impact sur l'exploitation des animaux. Et puis, il y a aussi l'idée de faire changer les mentalités et de faire changer les pratiques de consommation, parce que dans le cas de l'exploitation des animaux, pour l'alimentation, les consommateurs et les consommatrices contribuent indirectement aux pratiques d'exploitation. Et donc, pour moi, tout ça, ça contribue au fait qu'il y ait aujourd'hui une forme de convergence entre des associations animalistes plutôt réformistes dans leur mode d'action, même si elles adhèrent à une philosophie antispéciste, et des associations écologistes qui vont se mettre d'accord sur des mots d'ordre du style « moins mais mieux de viande », par exemple, avec souvent la valorisation du petit élevage. Et aujourd'hui, dans le paysage politique, en dehors de la rêve, aucune structure ne porte un projet antispéciste. Et à côté de ça, l'antispécisme est souvent caricaturé de manière pernicieuse par les acteurs politiques conservateurs, disons, et par les journalistes, de manière sans doute plus ou moins consciente et dans le but de défendre toujours certains intérêts. Je ne sais pas si ces choix pragmatiques des associations qui se concentrent sur les pires maltraitances que subissent les animaux ou sur le projet d'amorcer une sorte de transition alimentaire vers moins de viande, je ne sais pas si ces choix ont été opportuns. J'ai le sentiment que tout ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des animaux, entre guillemets, c'est quelque chose qui reste, très mineur, qui est souvent repoussé à plus tard. Et pour ce qui est des modes de consommation, on a été très frappé l'année dernière par le rapport de l'Institut pour l'économie du climat, qui pointait le fait qu'en France, la consommation de viande est repartie à la hausse depuis 10 ans, alors que c'était en baisse pendant une vingtaine d'années. Donc à mon sens, ce qu'on observe en France, c'est à la fois une marginalisation d'un antispécisme d'action directe, qui est souvent mal compris, tourné en ridicule, et à la fois la canalisation d'un antispécisme philosophique vers des modes d'action réformistes dont les résultats sont difficiles à estimer. Et ce qui manque, à mon avis, et c'est sans doute le rôle de la rêve d'occuper cet espace, c'est un antispécisme qui soit à la fois politique et pas seulement dans l'action directe, mais qui porte un discours structuré, audible sur l'exploitation des animaux et qui soit radical dans sa vision et dans ses propositions. J'en viens maintenant à la question des liens à tisser avec les autres luttes et les autres modes d'exploitation et d'oppression. Je pense que ces liens sont très pertinents pour donner de la portée au discours antispéciste. Donc historiquement, comme je l'ai cité un tout petit peu plus tôt, depuis au moins un siècle, il y a un rapprochement entre l'exploitation des animaux et différents mécanismes d'oppression et de discrimination comme le sexisme et le racisme. Donc dans ces analyses, on montre souvent comment on construit la figure d'un autre qui serait moins rationnel, plus instinctif, que ce soit la femme, la personne racisée, l'animal, et comment tout ça va légitimer sa domination. Donc ce sont des approches qui sont utilisées par certaines structures militantes, je pense à PETA aux États-Unis par exemple, et en fait ces comparaisons ne sont pas toujours bien perçues, y compris par les catégories discriminées. Je pense à une campagne par exemple où PETA avait comparé la pendaison d'un cochon avec la pendaison d'un esclave noir. Et en fait une association antiraciste avait dénoncé justement cette comparaison. De manière plus minoritaire, il y a des tentatives de comprendre et d'expliquer l'exploitation des animaux dans une perspective marxiste.
C'est une approche plus minoritaire parce que Marx et Engels n'ont pas véritablement abordé la question de l'exploitation animale. Ils ont même pu tourner un peu en ridicule en fait les sociétés qui se préoccupaient du sort des animaux. Mais l'exploitation des animaux pourrait correspondre à ce que Marx appelait l'exploitation de la nature, c'est-à-dire le fait d'aller puiser dans une ressource qui est considérée comme illimitée pour produire de la valeur économique. À mon sens, c'est une approche féconde pour comprendre que les exploiteurs ont intérêt à faire abstraction de la souffrance des animaux. En fait, s'ils font abstraction de la souffrance des animaux, c'est pas simplement parce qu'ils seraient imprégnés par une philosophie spéciste, c'est surtout parce que plus on traite les animaux comme des matériaux, moins on prend en compte leur vécu et plus on va pouvoir créer de la valeur économique. Il y a une structure allemande qui s'appelle l'Alliance pour le marxisme et la libération animale qui propose de faire le rapprochement entre l'exploitation des animaux et le capitalisme en général. Il me semble que faire comprendre comment l'exploitation des travailleurs, de la nature et des animaux procède d'une même logique, c'est une approche très puissante pour donner du sens à l'exploitation animale et pour créer une conscience de classe. Donc je suis contente de rebondir sur ce que tu nous présentais tout à l'heure, une sorte de conscience de classe commune entre les travailleurs exploités et les animaux. Je pense que ça peut être un mode d'entrée non élitiste par rapport au véganisme, par exemple, qui est perçu comme très élitiste, qui peut s'attacher à pointer les responsables de l'exploitation, la classe dirigeante, et non pas celles et ceux qui contribuent à cette exploitation, soit en tant que travailleurs eux-mêmes exploités, des élevages et des abattoirs, par exemple, ou les consommateurs. Donc tout ça, ça ne veut pas dire que dans une société communiste ou socialiste, il n'y aurait pas d'exploitation animale, bien sûr, mais pour moi, c'est une manière de donner du sens qui peut rassembler, qui peut mobiliser et qui peut éclairer plus largement les dynamiques à l'œuvre dans ces sociétés, dans nos sociétés d'extrême capitalisme. Donc je pense qu'on a développé une culture politique antispéciste avec un vocabulaire, des concepts, et je pense qu'on a intérêt aussi à rendre visible ce que pourrait être une société antispéciste qui peut vraiment nous donner envie, nous inspirer. Je crois que voilà, on est là pour ça et on a tous très envie d'y contribuer. Merci beaucoup, Élodie. Merci. Peut-être avant de passer aux questions du public, s'il y en a, j'avais une petite question qui rebondit justement sur ce que tu as dit, notamment sur la politisation aussi des luttes. Kautar aussi en a parlé, et Ludivine, puisque aujourd'hui de nombreux partis politiques se revendiquent féministes ou au moins apporter des mesures féministes dans leur programme, se disent antiracistes et se disent avancer sur le droit des animaux. Seulement, comment ces luttes, du coup, ont-elles été récupérées et parfois justement diluées par les instances politiques ou des partis politiques? Est-ce que vous avez des réponses à apporter sur ces sujets? On pourrait presque mener une enquête sociologique, enfin presque une forme d'ethnographie en fait à l'intérieur de chaque parti, pour essayer de voir où est-ce que les luttes minoritaires en question se situent en fait. Est-ce qu'elles existent dans le cadre de cellules? Est-ce qu'elles existent dans le cadre de réunions qui ne font pas intervenir entre guillemets les cadres du parti? Enfin, je veux dire, avec une approche très très matérielle, très descriptive, très concrète, très tangible, on pourrait ne serait-ce que cartographier en fait comment est-ce qu'une lutte se spatialise à l'intérieur d'un parti, de quel budget est-ce qu'elle dispose, de quelle visibilité, de quelle importance, etc. Après, ce qui est certain, c'est que les partis politiques changent, mais les partis politiques changent sous la pression du travail militant. Ça, c'est quelque chose qui est visible, même s'il faut essayer de déployer une mémoire un peu plus ancienne. Mais le travail, par exemple, que le comité Adama fait depuis maintenant près de 8 ans autour de la question des violences policières, avec bien sûr un travail fait par des militants encore plus anciens, a forcé certains représentants politiques, certaines forces politiques à prendre position sur cette question-là.
Donc on pourrait dire que d'une certaine manière, la prise de position, c'est déjà une construction favorable du rapport de force. Donc le travail militant, ça paye, mais ça paye au bout d'un temps extrêmement ancien, extrêmement long. Donc il faudrait voir, mais après, enfin, je veux dire, tout dépend de l'axe. Si vous êtes bien sûr sur un axe révolutionnaire, c'est évident que les partis politiques, que les stratégies électoralistes, etc., elles vous passent un peu au-dessus. Mais il y a pour moi un travail plus important, plus politique, qui se fait largement en dehors des partis, en fait. Le fait de pouvoir en parler dans le cadre de débats, le fait de pouvoir organiser des manifestations, le fait que ces manifestations bénéficient d'une couverture médiatique, etc. Tout ça participe à la construction des luttes. Et mesurer les victoires, en fait, c'est quelque chose qui est à la fois très simple. C'est 100 000 personnes dans une manifestation ou un peu plus, mais c'est aussi la capacité à imposer la question comme une question légitime. Alors que certains se positionnent pour le racisme, pour le colonialisme, etc. Ça fait partie, en fait, de la construction du rapport de force. Ça fait partie de la construction de la lutte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez la capacité à contraindre les personnes à s'expliquer sur cette question et à justifier les positions qui sont les leurs. Et à partir du moment où il y a cette contrainte à la justification de positions, on pourrait dire moralement injustifiables, la lutte, elle avance aussi de cette façon-là. Merci beaucoup, Elodie, je t'en prie. Alors, quelques éléments rapides. Moi, ce que ça m'inspire, c'est quand même que le capitalisme est très puissant pour digérer ses critiques. D'ailleurs, il y a un certain véganisme capitaliste aujourd'hui. Enfin, on se rend compte que pour prospérer, le capitalisme ne doit pas ignorer ou ne doit pas simplement repousser, il doit s'approprier une partie de sa critique. C'est des choses qui ont été bien théorisées. En fait, la plupart des structures politiques aujourd'hui, elles défendent un certain ordre capitaliste. Donc, évidemment qu'elles vont s'approprier une certaine version de l'écologie, ce sera le développement durable, une certaine version peut-être du féminisme, ce sera toujours des versions compatibles en fait avec les intérêts que défendent à la fois les entreprises et puis les structures politiques. Après, ce qui me semble quand même spécifique à la cause animaliste et antispéciste, c'est qu'il y a une sorte de double domination en fait. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'y compris dans les structures anticapitalistes, en fait, la plupart des militants et militantes sont imprégnés d'une certaine manière par le spécisme, par un certain rapport aux animaux. Et donc, le sujet des animaux, enfin, je sais pas, je prends des partis plutôt même de la gauche radicale. Il est souvent question d'une autre vision de l'agriculture, par exemple, d'une défense de la paysannerie. En fait, il est très rarement question quand même des animaux pour eux-mêmes en tant que sujet politique. Donc je pense que là, il y a une lutte qui est sans doute encore plus... il y a des racines encore plus profondes en fait à aller déterrer. Et il y a un travail, à mon avis, beaucoup plus ambitieux à mener. Juste quelques mots aussi très rapidement. J'irai dans le sens de ce qui a été dit, notamment sur l'idée d'enquête dans les pratiques concrètes des organisations, comme tu le disais, Kautar, et notamment pour ce qui concerne les enjeux féministes. On peut observer aussi des pratiques genrées de militantisme. Donc voilà, ça a été étudié depuis longtemps. Est-ce que les organisations qui tiennent davantage qui prennent davantage en compte les enjeux féministes, décoloniaux, vont avoir une structure plus horizontale, moins hiérarchisée. Les féministes ont longtemps distingué un militantisme masculin qui serait l'idée d'attirer l'attention, là où un militantisme plus féministe serait davantage de donner l'attention. Donc là, on retrouve des dichotomies qu'il s'agit d'interroger. Deuxième chose qui va dans le sens aussi de ce que vient de souligner Elodie, c'est la question des angles morts en fait de ces organisations politiques. Et je voudrais donner un autre exemple qu'on n'a pas cité ici, mais qui me semble pourtant participer de la dimension intersectionnelle évoquée à plusieurs reprises, c'est l'antivalidisme. L'antivalidisme, c'est globalement un immense territoire, un champ de lutte qui est très méconnu, très mal connu des organisations politiques, même de la gauche radicale.
Et la troisième chose que je voulais dire, en considérant par exemple l'évolution d'une des principales forces politiques numériquement et de par son positionnement dans le champ politique, à savoir la France Insoumise et puis le nouveau Front Populaire. J'étais aux amphis hier et précisément, il me semble que même si l'enquête doit être menée, tu as raison Kautar, mais tu évoquais le comité Adama, Assa Traoré était présente et avec une grande importance accordée justement à l'entremêlement entre la lutte contre les violences policières, la lutte contre d'autres formes d'oppression. On peut citer évidemment Fatima Wassak, qui était venue ici d'ailleurs l'année dernière, puisque elle finalement, ce qu'elle propose à la fois en théoricienne et en militante, c'est une articulation entre, c'est une forme d'écoféminisme d'ailleurs, hein, c'est laissez-nous circuler et laissez-nous respirer, donc c'est un enjeu très fort sur les territoires et ça c'est de plus en plus pris en compte dans les luttes radicales. Hier aux amphis était également présente Yessa Belkodja qui a été à l'initiative du collectif des mamans de Mantes-la-Jolie. Vous vous souvenez sans doute de ces jeunes qui avaient été humiliés par des policiers agenouillés et les mains sur la tête avec cette fameuse formule d'un policier, voilà une classe qui se tient sage. Donc un collectif s'était forgé de mamans de Mantes-la-Jolie et voilà, et leur présence n'était pas, et une présence qui me semble de plus en plus centrale, même si bien sûr il faut mener cette étude à la fois pas seulement d'un point de vue sociologique mais d'un point de vue plus directement politique, c'est nécessaire. Merci beaucoup pour vos réponses respectives. Il nous reste tout juste une demi-heure pour la conférence et je propose du coup qu'on passe aux questions du public qui doivent avoir vraiment envie d'échanger avec vous. Je vais passer le micro, ce sera plus simple. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être lever la main. Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde qui était, je pense, extrêmement intéressante pour tout le monde. Moi, j'ai une question qui rebondit un petit peu sur ce que tu disais, Ludivine, tout à l'heure, sur le fait que le féminisme ne peut être qu'anticapitaliste. Je pense qu'on est toutes et tous d'accord ici, en tout cas en immense majorité. Je pense que le féminisme, toutes ces luttes sont liées. On parlait d'intersectionnalité. Maintenant, ma question, c'est... à votre avis, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour que la marche ne paraisse pas trop grande à la majorité des gens? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont très féministes, mais qui ne vont pas être du tout antispécistes ou écologistes. Vice-versa, il y a des personnes qui sont à fond animalistes et pour qui le reste des luttes sont complètement déconnectées et pour qui la cause animale passe devant tout le reste. Donc oui, voilà, comment faire pour que déjà ces personnes comprennent les liens dans un premier temps et ensuite qu'elles-mêmes ne sont pas, entre guillemets, suffisamment anticapitalistes, suffisamment féministes, qu'elles ne se sentent pas trop, qu'elles n'aient pas l'impression qu'on leur en demande trop tout de suite pour pouvoir s'investir, pour pouvoir s'impliquer. Bonjour, merci là pour vos interventions. Moi, je voulais revenir sur ce que disait Kautar Archi avec cette question de l'animalisation. La question de l'animalisation, c'est une question qui englobe énormément de questions intra-humaines. Et je trouve ta formule, Kautar Archi, elle est vraiment excellente. De dire que ça englobe... je trouve ça vraiment très fort. Et rappelez, oui, pour qu'il y ait animalisation d'humains, il faut aussi qu'il y ait un processus d'animalisation qui soit déjà à l'œuvre envers les animaux. Ils sont animalisés, on les considère comme des bêtes brutes, ce ne sont que des animaux, etc. C'est ça l'animalisation. Et ce que je voulais amener, c'était la question de l'idée de nature c'est que derrière cette histoire d'animalisation, il y a le découpage humanité-nature, l'humanité qui est vue comme... les êtres de liberté, etc., et la nature, le déterminisme, le biologique qui serait du déterminisme, etc. Je pense que cette idée de nature, c'est quelque chose qui avait été pas mal formalisé, pensé dans les années 90 par le courant des cahiers antispécistes, mais c'est que l'idée de nature, c'est une idée qui est fondamentalement pourrie. L'idée d'ordre naturel, même l'idée d'équilibre naturel, en fait, c'est pas une idée scientifique, c'est pas vrai. L'idée de nature des choses et des êtres, c'est l'idée
dont on ferait bien de faire vraiment la critique et que la gauche bénéficierait vraiment d'une critique radicale de cette idée-là. Pas la reformuler, mais la mettre à la poubelle, comme une vieille idée pourrie, comme le monde sublunaire, comme le monde supralunaire dans les années 1500. Et que cette opposition humanité-nature, elle est effectivement à revoir, mais aussi parce que l'idée de nature est à jeter, quoi. Le monde qui nous entoure, c'est pas la nature. Les choses contre nature, ça n'existe pas. Si on parle de réalité, on va pas dire qu'il y a des choses contre-réelles, etc. Et je trouve que la critique de l'animalisation, elle devrait nous amener à la critique de l'idée de nature, et qu'il y a un truc vraiment fondamental à jouer là-dessus pour la gauche. Voilà, c'était amené à une discussion là-dessus. Merci. On prend une dernière question. Bonjour, Nadia, féministe révolutionnaire à Nantes. Moi, j'ai une question et j'aimerais bien, en fait, que ce soit pas une question que pour les personnes qui sont sur la scène, parce que j'en ai parlé avec d'autres. On manque un peu d'échange entre nous. On n'a pas beaucoup de temps pour ça. Du coup, moi, je vous invite à venir me voir après si vous voulez qu'on échange à ce sujet-là autour d'un café. Il y a eu plusieurs polémiques et il y en aura tout le temps. Des choses qui font qu'on se questionne sur la place des personnes racisées, sur la place des personnes, des femmes aussi, ou sur la place des personnes queer dans les milieux écologistes, dans les milieux antispécistes, parce que parfois, effectivement, il y a des milieux militants qui se rencontrent sur des polémiques et qui se rendent compte de leur manque de nuances, leurs différences. Je ne vais pas toutes les citer. Il y a eu Paul Watson, évidemment, le manque de nuances sur le fait de le mettre sur un piédestal, malgré sa politique anti-immigration. Il y a eu le tweet récent sur Alain Delon. Il y a eu, même s'il ne fait pas partie de la rêve, on peut en parler de Hugo Clément et du fait qu'il souhaite absolument se rendre dans des événements pour échanger avec Jordan Bardella sur le véganisme. Il y a toutes les critiques, effectivement, des militants antiracistes qui demandent à ce que soient nuancés les rapprochements entre l'industrie de la viande et l'Holocauste, l'esclavage et les massacres en cours, notamment à Gaza. Donc tout ça, on peut en parler. Et là, moi, je vous pose la question, vraiment, en fait, on va faire comment pour qu'à l'avenir, tous ces mouvements féministes, queer et antiracistes révolutionnaires puissent trouver leur place dans des espaces de lutte écologistes, puisque je dépends à la fois du fait que la planète est mieux et à la fois que les êtres humains me traitent avec dignité. Donc voilà, si on n'a pas le temps d'échanger là-dessus maintenant, pas à venir me voir. Oui, rapidement, merci beaucoup pour vos interventions. Sur la question de l'animalisation, c'est évidemment un processus politique à dénoncer, et on le dénonce, et il est à dénoncer dans le but qu'il soit détruit et aboli. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas d'animalisation sans humanisation. Et comme je le dis souvent, animaliser une personne, c'est un processus d'une violence totale, mais humaniser une personne, c'est aussi un processus d'une violence totale. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours à l'esprit. On a le sentiment qu'effectivement, réduire une personne à l'état d'animalité, c'est la vouer à la mort, et c'est totalement juste. Mais le processus d'humanisation, c'est aussi quelque chose qui doit vraiment nous interroger. En 2021, quand j'ai publié un récit autobiographique qui revenait sur une trajectoire, sur ma trajectoire familiale et sur la figure de mes deux parents, souvent ce qu'on a pu me dire, c'est un très beau récit parce que tu humanises tes parents. Et c'était quelque chose qui pour moi était gênant. C'était gênant pour moi d'entendre ça, d'entendre que j'humanisais mes parents. J'entends bien ce que les personnes disaient ou voulaient dire en disant quelque chose comme cela, mais ça voulait dire que d'une certaine manière, le but était de déplacer mes parents qui n'auraient pas été des humains ou pas tout à fait humains ou pas des humains comme il faut,
vers un état d'humanité plus total, etc. Donc c'est quelque chose qui est absolument problématique. Autrement dit, ces deux pôles qui structurent vraiment la totalité de notre monde, le pôle animal et le pôle humain, ce sont deux pôles qui sont tous les deux en fait à abolir. Là, on entre frontalement par la question de l'animalité et de l'animalisation, puisque la question antispéciste, bien évidemment, se pose, mais on pourrait faire une critique tout aussi radicale de la question de ce que signifie être humain. Signifie être humain, ça veut souvent dire être blanc, être homme, être bourgeois. Donc derrière cette idée d'humanité se cache en fait un complexe de domination qui est extrêmement puissant. Donc on dit humain en vérité pour ne pas dire autre chose. Et surtout, on oublie aussi tout ce que cette idée d'humanité, entre guillemets, sélecte, extrêmement sélective, a engendré, c'est-à-dire l'humanisme. Et l'humanisme, c'est aussi une philosophie, c'est aussi une forme de théorie politique qui a structuré nos sociétés de manière extrêmement profonde, mais qui, encore une fois, devrait, à mon sens, être prise beaucoup plus à bras-le-corps et là encore être mise à mal, c'est-à-dire que l'on puisse observer frontalement tout le mal qu'une certaine philosophie humaniste a pu engendrer, et pour ça on peut remonter extrêmement loin dans le temps. Donc c'est vrai que cette question de l'animalisation, elle est absolument centrale, et comme vous le disiez monsieur, il y a animalisation d'une partie des humains par d'autres humains, parce qu'il y a eu animalisation des animaux. Donc cette animalisation des animaux qui engendre une animalisation des humains par d'autres humains, elle dessine bien cet arc qui invite à politiser cette question de l'animalité. Et cette question de l'animalité, comme je reviens dans mon livre sur cet aspect-là, concerne notre monde dans sa totalité. Pour qu'une personne vive, il faut qu'une personne meure. C'est à peu près l'équilibre colonial qui nous confronte depuis maintenant de trop nombreux siècles. Merci. Oui, d'abord, merci beaucoup, parce que c'est beaucoup plus que des questions, mais de véritables réflexions qui sont très importantes, très stimulantes. Je voulais revenir sur 2 points. D'abord, cette idée de nature, en effet, dans sa construction historique. D'ailleurs, l'écoféminisme et les penseuses théoriciennes écoféministes essayent d'examiner historiquement les moments, avec des divergences d'ailleurs d'appréciation entre elles, mais les moments au cours desquels cette idée de nature s'est constituée comme telle, avec l'idée aussi qu'on a les pouvoirs de manière illimitée, comme l'a rappelé tout à l'heure Élodie en citant Marx, y puiser, se l'approprier dans une perspective prédatrice. Pour certaines, c'est dès le néolithique que cette association entre prédation de la nature et prédation des femmes a été établie, et pour d'autres, c'est plutôt par exemple Caroline Merchant qui a théorisé l'idée que c'est tout à fait contemporain et de l'esclavagisme moderne et du capitalisme naissant, donc aux alentours des 15e et 16e siècles. Et je suis vraiment d'accord avec cette idée qu'il faut en finir avec ce concept tel qu'il a été exploité justement dans tous les sens du terme. Et à cet égard, je ferai le lien. J'ai pas eu l'occasion encore d'en discuter avec Aymeric. Je suis d'accord qu'il faut pouvoir discuter posément de ces questions. Je ferai le lien avec le fameux tweet je sais pas s'il est si fameux, mais en tout cas, il m'a marqué en effet sur Alain Delon, parce que Alain Delon, certes, aimait les animaux visiblement, mais en tout cas, il n'aimait pas beaucoup. Il faut que je précise. Pardon, alors il n'est pas fameux du tout, c'est moi qui viens de le rendre supposément fameux. C'est un tweet que Aymeric a posté à l'occasion de la mort d'Alain Delon, où il relayait une vidéo au cours de laquelle Alain Delon précisait qu'il aimait ses chiens et qu'il allait être enterré auprès de ses chiens.
Et donc Émeric a indiqué qu'il retenait de cet homme son amour pour les animaux, et ça a suscité une controverse, à mon avis légitime, à partir du moment où elle reste respectueuse en fait de l'ensemble des positions d'une personne, parce que moi j'ai beaucoup d'admiration pour les positions d'Émeric et aussi son courage et sa ténacité. C'est aussi pour ça que je suis ici, pour vous et pour tout ce que ça représente de vos luttes. Mais en fait, voilà, donc Alain Delon, mais je fais le lien, c'est qu'il a par exemple, dans son homophobie crasse, dit à plusieurs moments que l'homosexualité était contre nature. Voilà. La question de son racisme n'est plus à démontrer non plus, et la question de ses proximités avec l'extrême droite, pas davantage, hein, contrairement à ce que post-mortem certains journalistes ont cherché à faire croire sur ce personnage sur lequel je voulais pas spécialement m'étendre, mais en fait c'est pas juste une amitié avec Jean-Marie Le Pen qui daterait de la guerre d'Indochine, hein, c'est vraiment une proximité politique que Alain Delon a assumée. Bon, donc je pense que c'était pas forcément utile de lui rendre hommage d'une manière ou d'une autre. Voilà, on prend acte de l'acteur qu'il a été et de son décès. Mais voilà. Et sinon, je voulais répondre sur la question absolument majeure de comment convaincre, la question de est-ce que c'est pas une marche trop haute, etc. Et bien sûr que c'est une question fondamentale et qu'on va pas pouvoir y répondre là en 1 minute 35. Mais je dirais qu'on peut aller dans le sens des deux axes, l'axe d'une part de l'exploitation versus l'axe de l'égale dignité des existences en fait. Et l'axe de l'exploitation, il permet justement d'être cohérente, d'être conséquente quand on discute avec telle ou telle personne qui va, comme tu le disais, se réclamer d'une partie de cet engagement politique en négligeant les autres. En fait, la notion d'exploitation, la notion de prédation, elle permet de faire les liens, comme on a essayé de faire ensemble entre les différentes formes d'oppression et de domination. Et puis, face à ça, donc voilà, c'est par la discussion paisible, digne, voilà, qu'on peut arriver à convaincre de ces liens. Et moi, je constate au quotidien, à la fois dans et par les luttes, mais aussi dans des discussions plus routinières, plus familières, que voilà, à partir du moment où on fait ces liens, on tisse ces liens, on met au jour l'importance des relations qu'il y a entre ces différentes formes d'exploitation, mais ça peut être assez rapidement convaincant. Et je pense aussi que c'est pas plus utopiste d'être anticapitaliste pour une alternative d'émancipation et de justice. C'est pas plus utopiste que d'imaginer que le capitalisme va être réformé. Bon, je ne pense pas que le capitalisme puisse être réformé. Donc ça, on peut aussi argumenter dans ce sens. Et argumenter dans le sens, en effet, de l'égale dignité de nos existences, ça me paraît absolument fondamental, surtout au vu de la période qu'on traverse, où en particulier le déversoir raciste atteint des niveaux absolument monstrueux. Donc, voilà. Alors, j'ai envie de répondre rapidement à des questions hyper profondes et complexes sur la critique de l'idée de nature chez les antispécistes, en fait, et la focalisation sur la sentience. En fait, l'idée qu'il y aurait des individus sentients et que finalement, les espèces, les écosystèmes, tout ça, ce serait un peu des fictions. Moi, je trouve, mais je serais contente d'en discuter avec toi, Yves, que ça va souvent avec une espèce de techno-industrialisme, l'idée que tout ce qui est technologique, ce serait vraiment super, il faudrait absolument le valoriser. Et en fait, moi, ce qui donne du sens à ma vie, c'est aussi de me relier au monde dans ce qu'il a de sauvage, de beau, de plus grand que moi. Et en fait, ça me plaît à la rêve, qui est cette ambition, et je fais un petit clin d'œil à Yael aussi, cette ambition de tisser ensemble l'écologisme et l'antispécisme. En fait, l'écologisme, il s'attache à des écosystèmes, des espèces, des choses complexes et grandes. Et l'antispécisme, il s'attache à des individus. Et c'est vrai que souvent, enfin, on voit qu'il y a des... On pourrait penser qu'il y a des lignes de convergence, parce qu'en fait, dans les deux cas, on s'attaque à une forme de domination humaine, mais en fait, il y a des profondes divergences philosophiques et stratégiques aussi. Et je trouve que c'est beau et riche de vouloir les tisser ensemble. Sur la question de la radicalité qui est posée par Astrid, parce qu'en fait c'est ça cette question,
Est-ce qu'on doit gouverner, enfin comment dire, militer dans une approche un peu marketing où on se demanderait mais qu'est-ce qui va plaire en fait aux gens, qu'est-ce qui va les convaincre? Je pense qu'on perd toujours quand on fait ça en fait. Et je pense qu'au contraire, rappeler qu'on aspire à l'émancipation, à l'égalité, à la liberté, en fait c'est des valeurs profondes dans lesquelles on peut se retrouver. Et je pense qu'il ne faut pas perdre cette boussole-là, en fait. Je pense que dès lors qu'on se demande, oui, mais est-ce qu'ils vont être vraiment d'accord, et puis est-ce qu'il ne faudrait pas atténuer un petit peu notre discours, eh ben, on se retrouve toujours avec une espèce de plus petit commun dénominateur qui est pas très intéressant, en fait. Et je pense qu'au contraire, l'utopie, ça donne envie, ça mobilise. Et plus on a de l'ambition militante et plus on va pouvoir faire des choses intéressantes. Préciser peut-être une dimension, parce que c'est quelque chose qui peut aussi exister. Je suis évidemment pour le dialogue, pour le débat. Dire parfois que convaincre ne suffit pas, en fait. C'est-à-dire que souvent, on part de l'idée que c'est parce que les gens ne savent pas ou les gens n'ont pas encore pris connaissance de ceci ou de cela que le déclic ou que l'alliance des différentes formes de domination n'apparaît pas encore très clair à leur esprit. Mais dans les nombreux cas que j'ai pu observer, mais aussi dans les nombreux cas qui font aujourd'hui notre histoire commune, on observe aussi des résistances politiques au sens premier du terme, c'est-à-dire des associations féministes par exemple, ou des théoriciennes féministes pour parler de figures peut-être plus centrales, qui refusent, ou en tout cas qui ne veulent pas que le genre puisse être mêlé à la question raciale, puisque d'une certaine manière, ça voudrait dire que la race l'emporte sur le genre et que les femmes seraient diluées dans un groupe moins distinct que celui qui était visé au départ. Donc bien sûr qu'il y a un travail d'éducation à faire, si j'aime pas beaucoup cette... je trouve que c'est un peu naïf, je trouve que c'est un peu l'idée de concevoir le fait que c'est parce qu'on ne sait pas que du coup on n'a pas encore basculé du bon côté de la barrière. Mais en fait, ça peut avoir avec des questions de savoir et ça a beaucoup à voir avec des questions de pouvoir. Alors, dans des cercles restreints, bien évidemment, il peut y avoir des échanges, une écoute, c'est quelque chose qui peut bien sûr advenir, mais dans des sphères où la question du pouvoir, la question de la possibilité de diriger, d'imposer ses idées, de représenter un groupe, d'incarner une forme de porte-parole s'impose. On est vraiment sur de la lutte et sur de la nécessité d'imposer un rapport de force en faisant de la pression, en essayant d'être de plus en plus nombreux à porter cette question lors des différentes réunions qui s'organisent, etc. Donc ça veut dire que c'est aussi potentiellement une forme de violence, en fait. C'est pas simplement transmettre des idées, les exposer, faire une sorte d'explicitation des grandes théories à la mode. C'est aussi de la pression, c'est aussi des risques de marginalité, c'est aussi parfois des potentielles scissions. Donc c'est vraiment de la politique au sens pur. Quand vous posez par exemple la question coloniale, quand vous posez a fortiori la question palestinienne, il y a des scissions qui s'opèrent, il y a des personnes, il y a des groupes, il y a des formes de représentation qui immédiatement vont exploser. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens, dont il ne faut pas avoir peur. Vous aurez beau expliquer l'histoire de la Palestine en long, en large et en travers, certaines personnes continueront à vous dire que cette question est une non-question et que cette question ne doit pas figurer à l'ordre du jour et qu'elle ne doit pas figurer à l'ordre des débats, etc. Donc voilà, à côté de cette question de l'éducation, de l'instruction, de la transmission et des débats cordiaux et polis, il y a aussi quelque chose qui relève de la violence, qui relève de la dureté, qui relève de la mise à l'épreuve, qui relève aussi d'une sorte de volonté de faire taire certaines questions et de laisser parler d'autres questions et d'autres personnes. Donc c'est quelque chose qu'il faut, à mon sens, bien comprendre. Voilà, les agriculteurs en face de moi, je pense que même si je vais leur expliquer ce qu'il en est du processus d'animalisation, voilà, je pense qu'ils auront beau passer un doctorat, ce ne sera pas quelque chose qui pénétrera leurs esprits, mais parce qu'encore une fois, on est vraiment sur des perturbations du mode de vie de chacun. C'est vraiment des formes de déstabilisation
du mode privé et public. Et ça, c'est de la confrontation pure et dure. C'est du face-à-face comme celui qu'on est en train de vivre en ce moment. Et donc, il ne faut pas y avoir peur. En avoir peur, c'est aussi la beauté d'être minoritaire. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je pense que vous pouvez d'ailleurs également, Elodie et Ludivine, conclure sur quelque chose si vous souhaitez, ou passer un mot avant qu'on close cette conférence. Mais juste un petit mot, parce que évidemment on est d'accord, hein, et moi j'ai pas non plus cette naïveté d'imaginer que face à une adversité, face à une violence et face à des puissances prédatrices, on va convaincre par le biais du dialogue. Là, je répondais plutôt à la personne qui disait bah oui, mais autour de nous, comment on peut convaincre, etc. Mais je citerai juste un exemple qui n'est pas qu'une anecdote, mais en France, celui qui a forgé la notion de féminisme même, c'est Alexandre Dumas-Fils, l'écrivain. Mais c'était pas du tout dans un sens émancipateur, hein, c'était vraiment dans un sens extrêmement méprisant, et d'ailleurs il désignait par là dans une violence homophobe des hommes qui seraient à ses yeux féministes, donc trop féminins, supposément efféminés, etc. Mais l'intérêt de ce petit récit, c'est que lorsqu'il a vu les actions des féministes de la première vague, notamment Hubertine Auclair et toutes ces femmes qui étaient justement extrêmement radicales, qui étaient d'ailleurs socialistes le plus souvent et qui réfléchissaient à la question de l'exploitation. Et il les a lues, il les a écoutées, il a discuté avec elles. Et en fait, il a reconnu quelques années plus tard qu'il s'était vraiment complètement trompé, et il a lui-même repris à son compte le sens subverti du mot féminisme, la manière dont, par un retournement du stigmate, ces femmes avaient repris le terme de féministe pour le reprendre donc dans une perspective de lutte offensive. Et voilà, bon, évidemment que ça ne change absolument rien à ce qu'a dit Kaotar, et dans lequel je me reconnais absolument, et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé d'hostilité, de violence et de nécessité de lutter de manière radicale. Ouais, on est d'accord là-dessus, bien sûr. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir.